Ils s'attendent à ce que vous craquiez. Ils s'attendent à ce que vous mordiez à l'hameçon, que vous vous emportiez, que vous vous justifiez, que vous prouviez quelque chose. Le monde est conçu pour vous provoquer. Les notifications qui vibrent, les gens qui vous testent, le chaos qui vous presse de toutes parts. Tout est fait pour vous ébranler, pour vous faire agir sans réfléchir, parler sans clarté, ressentir sans contrôle. Mais si vous ne le faisiez pas, et si, au milieu de tout ce bruit, vous pouviez simplement rester immobile, non pas par indifférence, mais parce que vous avez entraîné votre esprit à répondre plutôt qu'à réagir, parce que vous vous êtes ancré dans quelque chose de plus profond que la simple impulsion. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. Votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous faites quand tout est facile. Il réside dans la manière dont vous gardez votre centre lorsque tout autour de vous vous supplie de le perdre. Dans un monde qui profite de votre chaos émotionnel, votre calme devient une rébellion. Votre maîtrise de soi devient une stratégie. Votre immobilité devient une force. Alors, si vous avez déjà eu l'impression que votre paix était trop facilement volée ou vos émotions trop aisément détournées, voici le moment de reprendre ce pouvoir. Non pas en luttant plus fort, mais en vous tenant plus ferme, en maîtrisant ce que les stoïciens appellent le seul véritable domaine du pouvoir, votre monde intérieur. Si vous êtes prêt à bâtir cette force avec moi, non pas pour l'apparence, mais pour votre âme, abonnez-vous pour suivre un chemin de retour vers vous-même. Marchons ensemble. Premièrement, ne réagissez pas sur commande. Il y a un certain silence qui déconcerte les gens plus que n'importe quel cri ne le pourrait. Vous l'avez probablement ressenti, ce genre de silence qui pousse les autres à s'agiter sur leur siège, à parler plus qu'ils ne le devraient, ou à redoubler d'efforts pour vous atteindre. Ce n'est pas du vide, c'est du contrôle. La raison pour laquelle certaines personnes craignent votre immobilité, c'est qu'elles ne peuvent pas la manipuler. Elles ne savent pas ce que vous pensez, comment vous allez répondre, ni même si vous allez répondre. Et cette incertitude expose leur besoin de se sentir dominants, de vous attirer dans leur jeu où ils se sentent en sécurité, où ils connaissent les règles. Mais voici la vérité. La plupart des gens ne cherchent pas la connexion quand ils vous provoquent. Ils cherchent la soumission. Ils veulent votre énergie, votre temps, votre réaction. Et à l'instant où vous la leur donnez, vous leur tendez le script. Vous devenez un personnage dans leur scène, pas dans la vôtre. Il y a une force tranquille dans le fait de marquer une pause. Pas seulement de mordre sa langue, mais de voir la situation pour ce qu'elle est. Quelqu'un qui essaie de vous arracher à votre paix. Vous n'avez pas besoin de riposter. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes plus intelligent, plus spirituel ou plus coriace. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas jouer. Car chaque fois que vous répondez par impulsion, par cet instinct viscéral de vous défendre, vous entrez en réalité dans le cadre de quelqu'un d'autre. Vous réagissez selon leur chronologie. Vous prouvez qu'on peut vous convoquer, vous déclencher, vous mettre en mouvement comme un jouet avec des boutons. Et le coup, c'est votre énergie, votre dignité, votre clarté. Le calme n'est pas l'absence d'émotion. C'est la présence de la maîtrise. Cela signifie que vous savez exactement ce que vous ressentez, mais que vous vous êtes entraîné à décider si cela doit être exprimé, et quand. C'est comme traverser le feu sans laisser les flammes toucher votre peau. Vous sentez la chaleur. Vous la reconnaissez, mais vous ne vous débattez pas. Vous ne laissez pas le monde vous voir brûler. Vous tenez la ligne. Et dans cette immobilité, les gens commencent à voir quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est alors qu'ils vous respectent ou qu'ils se révèlent. Dans les deux cas, vous gagnez. Pensez à la fréquence à laquelle les gens vous tendent de petits pièges. Le sarcasme glissé dans une conversation anodine,
les blagues qui n'en sont pas vraiment, les compliments qui, étrangement, piquent. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des tests. Ils veulent savoir. Allez-vous tressaillir? Allez-vous vous battre? Allez-vous essayer de les culpabiliser d'avoir tenté de vous rabaisser? Et la plupart d'entre nous tombent dans le panneau. Nous voulons les corriger. Nous voulons la justice. Mais ce que nous voulons vraiment, c'est qu'ils admettent ce qu'ils ont fait. Et cela arrive rarement. Alors, au lieu de clore le chapitre, nous récoltons la frustration. Au lieu de la clarté, nous nous faisons piéger à nouveau. Le stoïcisme nous enseigne ici quelque chose de puissant. Vous êtes responsable de votre réponse, pas de leur action. Cet espace entre ce qu'ils font et la façon dont vous réagissez, c'est votre royaume tout entier. Et soit vous le gardez, soit vous l'abandonnez. Épictète a dit un jour, « Si quelqu'un réussit à te provoquer, sache que ton esprit est complice de la provocation. » Chez qui? C'est percutant, n'est-ce pas? Parce que cela déplace l'attention. Il ne s'agit plus de les blâmer, mais de vous discipliner. Il ne s'agit pas de laisser les gens vous marcher dessus. Il s'agit de choisir comment et quand vous répondez, car chaque attaque ne mérite pas une guerre. Certaines choses ne valent pas le prix de votre sérénité. Il y a une dignité profonde à ne pas vous expliquer à des gens qui cherchent à mal vous comprendre, à ne pas gaspiller votre clarté pour quelqu'un qui n'est intéressé que par votre confusion. Lorsque vous cessez de réagir, vous cessez de saigner de l'énergie à chaque petite insulte ou saute d'humeur soudaine. Vous commencez à choisir vos moments, et lorsque vous parlez, vos mots ont un réel poids, car ils ne sont pas dispersés comme des cris de panique. Ils sont posés, comme des pierres. Et attention, il ne s'agit pas d'être froid ou sans émotion. Il s'agit d'être ancré. Le calme ne signifie pas que vous laissez passer les choses importantes. Il signifie que vous décidez ce qui est assez important pour rompre votre silence. Cela signifie que vous pouvez rester dans l'inconfort sans avoir besoin de vous déchaîner juste pour vous sentir puissant. Vous pouvez laisser quelqu'un d'autre piquer sa crise, dire ce qu'il a à dire, même vous insulter et rester enraciné. Parce que votre identité n'est pas construite sur leur approbation et votre paix n'est pas empruntée à leur validation. Elle est vôtre, construite de l'intérieur. Vous remarquerez quelque chose de fou lorsque vous cesserez de réagir. Les gens ne sauront plus quoi faire. Ils deviendront plus bruyants, plus méchants. Ils commenceront à vous accuser d'être distant, faux ou trop calme. Pourquoi? Parce que votre immobilité met en lumière leur chaos. Votre silence leur montre à quel point ils sont bruyants. Votre maîtrise de soi reflète leur manque de maîtrise. Et ce miroir, il est inconfortable. Mais vous n'êtes pas là pour mettre les autres à l'aise au détriment de votre propre intégrité. Ceci est particulièrement vrai dans les relations proches, famille, amis, même amoureuses. Les personnes les plus proches de vous connaissent vos points sensibles. Elles connaissent vos anciens schémas. Elles s'attendent à ce que vous réagissiez de la même manière que vous l'avez toujours fait. Alors, quand vous ne le faites pas, cela les désoriente. Et parfois, cela les pousse à insister davantage. Mais vous n'êtes plus qui vous étiez. Vous n'êtes plus là pour prouver quoi que ce soit. Vous êtes là pour vivre en alignement. Et une partie de cela consiste à décider que chaque bataille ne vaut pas votre souffle. Que chaque affront ne mérite pas votre explication. Certaines choses méritent juste un haussement d'épaule et le silence. Ce silence, cependant, n'est pas passif. Il est délibéré. C'est une stratégie. C'est de la discipline. C'est savoir que votre temps, votre esprit et votre cœur sont précieux et que vous ne les offrez pas à des gens qui n'en ont pas mérité l'accès. Car lorsque vous vous entraînez à ne pas réagir, quelque chose change. Vous cessez d'être une marionnette et vous commencez à être une présence. Une présence qui ne mord pas à l'hameçon,
une présence qui n'a pas besoin de s'aligner sur l'énergie des autres, une présence qui semble intouchable. Mais soyons réalistes, cela demande de la pratique. Cela demande d'échouer. Cela demande des moments où vous réagissez et le regrettez, où vous en dites trop, où vous les laissez vous ramener à de vieilles habitudes. Cela fait partie du chemin. Chaque fois que vous êtes arraché à votre paix, c'est juste une autre chance de la construire plus solidement, de remarquer le déclencheur plus rapidement, de marquer une pause un peu plus longue. Et lentement, vos réactions se transforment en réponses. Votre silence cesse d'être une émotion ravalée et commence à ressembler à la possession de votre pouvoir. Et le pouvoir sous cette forme n'est pas bruyant. Ce n'est pas une démonstration de force. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres. Il s'agit d'être meilleur pour vous-même. Plus stable, plus concentré, plus à l'aise, parce que vous avez cessé de distribuer votre énergie comme des bonbons à un défilé. Vous avez commencé à la conserver pour ce qui la mérite vraiment. Votre croissance, votre but, votre paix. Vous êtes devenu quelqu'un qui peut entrer dans une tempête sans devenir la tempête. Quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle. Quelqu'un qui marque une pause, non par peur, mais par calcul. Il y a aussi une compassion tranquille dans cette démarche. Quand vous cessez de réagir, vous commencez à voir clairement. Vous réalisez que la plupart des attaques des gens viennent de la peur, de l'insécurité ou de la douleur. Ils n'essaient pas toujours de vous blesser. Ils essaient de gérer leur propre chaos, et vous êtes juste dans le rayon de l'explosion. Cela ne rend pas leur comportement acceptable, mais cela vous aide à vous libérer du besoin de vous battre à chaque fois. Vous pouvez prendre du recul, non seulement avec force, mais aussi avec compréhension. C'est alors que votre calme devient sagesse. Et lorsque vous maintenez ce genre de calme de manière constante, les gens le remarquent. Pas seulement ceux qui essaient de vous provoquer, mais ceux qui vous observent, qui apprennent de vous. Votre présence commence à enseigner aux autres que c'est possible, que peut-être ils n'ont pas à perdre la tête chaque fois que la vie met de la pression, que peut-être l'immobilité est une option. C'est ainsi que la paix se propage, pas par des leçons, mais par l'exemple, par la discipline silencieuse de quelqu'un qui refuse de se laisser appâter, quelqu'un qui sait qu'il n'a pas besoin de réagir sur commande, car il n'est plus un acteur dans la pièce de quelqu'un d'autre. Il est le metteur en scène de la sienne, et c'est là que réside votre pouvoir. Deuxièmement, laissez le silence parler. Il y a quelque chose dans le silence qui met les gens mal à l'aise. Pas le genre de silence que l'on trouve seul dans la nature ou en lisant un livre, mais celui qui s'installe entre les gens. Dans une conversation, une dispute, une pièce pleine de tension où une personne choisit de ne pas parler. Ce genre de silence semble bruyant, inconfortable, voire conflictuel. Et c'est précisément pourquoi il est si puissant. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à remplir chaque seconde, à répondre instantanément, à nous expliquer avant même qu'on nous le demande. Mais si le geste le plus fort n'était pas de parler plus fort, mais de ne rien dire du tout, le silence déstabilise ceux qui ont besoin de chaos pour se sentir en contrôle. Certaines personnes comptent sur le bruit, les échanges, le drame, le commentaire incessant pour avoir l'impression de gagner. Tant que vous parlez, que vous vous défendez, que vous vous expliquez, ils savent où vous êtes. Ils peuvent suivre vos émotions, prédire votre prochain mouvement. Mais quand vous vous taisez, vous devenez imprévisible. Et cette imprévisibilité expose leur insécurité. Ils commencent à se demander ce que vous pensez, ce que vous préparez, ce que vous pourriez dire ou, pire, ce que vous ne direz pas. Ce n'est pas l'absence de bruit qui les dérange, c'est la présence de votre sang-froid. Le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une reddition. Ce n'est pas de l'évitement.
C'est de la discipline. C'est la décision de sortir de la tempête au lieu d'en faire partie. Vous n'avez pas besoin d'argumenter pour prouver que vous avez raison. Vous n'avez pas besoin d'interrompre pour être entendu. Et vous n'avez certainement pas besoin d'expliquer chacun de vos mouvements à des gens qui ont déjà pris leur décision. Certaines choses n'ont pas besoin de clarification. Certaines personnes ne méritent pas de réponse. Laissez vos actions parler. Laissez votre absence parler. Laissez votre immobilité devenir un message si clair qu'il n'a pas besoin de mots. Quand vous restez assis en silence assez longtemps, quelque chose de fascinant se produit. Les gens comblent le vide. Ils parlent trop, se répètent, révèlent des choses qu'ils n'avaient pas l'intention de partager. C'est là que le masque tombe. C'est là que leurs intentions, leurs peurs et leurs insécurités se déversent. Non pas parce que vous les y avez forcés, mais parce que votre silence les a rendus suffisamment mal à l'aise pour exposer ce qui se cache vraiment à l'intérieur. Et vous écoutez simplement, vous observez. Vous recueillez la vérité sans lever le petit doigt, parce que la personne qui écoute voit plus que celle qui parle. Cette idée est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, réfléchissant au comportement humain, a écrit un jour: « La meilleure réponse à la colère est le silence. » Il ne s'agit pas seulement de refuser de se battre. Il s'agit de refuser de s'abaisser. Il s'agit de maintenir votre ordre intérieur pendant que quelqu'un d'autre essaie de vous plonger dans le désordre. Car lorsque vous restez silencieux, vous n'évitez pas seulement le drame, vous refusez d'abandonner votre paix. Et ce choix, avec le temps, devient votre réputation. Les gens commencent à vous connaître comme quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner dans des disputes mesquines, quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner le jeu du bruit pour être entendu. Maintenant, soyons honnêtes. Le silence demande de la force, surtout dans un monde où la voix la plus forte obtient souvent le plus d'attention. Quand quelqu'un vous accuse de quelque chose, votre instinct est de vous défendre. Quand quelqu'un vous juge mal, votre première envie est de rétablir la vérité. Mais voici la dure réalité. La plupart du temps, vous défendre ne changera pas leur opinion. Cela ne fera que vous épuiser. Et si quelqu'un est déterminé à mal vous comprendre, aucune explication ne sera jamais suffisante. C'est là que le silence devient non seulement un outil, mais un bouclier. Vous cessez de gaspiller de l'énergie pour des gens qui n'écoutent de toute façon pas. Vous cessez aussi de donner aux gens des raccourcis émotionnels. Voyez-vous, lorsque vous réagissez rapidement, surtout avec colère, sarcasme ou sur la défensive, vous leur facilitez la tâche pour vous étiqueter. Le voilà, pense-t-il. Voilà le vrai toi. Mais quand vous vous taisez, ils n'obtiennent pas cette conclusion. Ils restent dans le doute. Et ce doute, cette confusion, c'est puissant, parce que cela vous met en contrôle du tempo. Vous ne dansez plus à leur rythme. Ce sont eux qui sont assis, tapant des doigts en vous attendant. Et plus ils attendent, plus ils en révèlent sur leur propre besoin de contrôle. Le silence vous donne également l'espace pour réfléchir. Toutes les pensées n'ont pas besoin d'être dites. Tous les sentiments n'ont pas besoin d'être partagés. Dans le silence, vous gagnez en clarté. Vous avez le temps de comprendre ce qui se passe réellement avant de dire quelque chose que vous regretteriez. Carl Jung a dit un jour: « Le silence est une source de grande force. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité psychologique. Lorsque vous vous retirez du bruit, vous vous retirez de la manipulation, de la confusion et de la pression extérieure. Vous retournez à votre propre centre. C'est là que réside votre sagesse. C'est là que vous vous souvenez de ce qui compte vraiment et de ce qui n'a pas d'importance. Pensez à la fréquence à laquelle nous utilisons les mots comme une armure. Nous parlons pour nous défendre, pour justifier nos choix, pour adoucir les situations gênantes.
Mais parfois, les mots se mettent en travers du chemin. Ils compliquent ce qui n'a pas besoin de l'être. Ils diluent la vérité. Ils invitent à la confusion. Il y a une raison pour laquelle les stoïciens appréciaient la brièveté. La clarté s'épanouit dans la simplicité. Et parfois, la chose la plus claire que vous puissiez faire est de ne rien dire. Il y a aussi une qualité spirituelle dans le silence. Il vous permet d'être témoin non seulement de ce que les autres font, mais aussi de ce que vous faites. Vos schémas, vos déclencheurs, vos impulsions. Quand vous parlez constamment, vous réagissez constamment. Mais dans le silence, vous commencez à observer. Vous commencez à comprendre. C'est là que naît la véritable conscience de soi. Elle ne vient pas de plus de bruit. Elle vient du recul et de l'observation de votre propre esprit, sans jugement. C'est le stoïcisme en pratique. Pas seulement être calme, mais voir clairement à travers la tempête. Bien sûr, certaines personnes seront dérangées par votre silence. Elles vous accuseront d'être distant, froid, impoli, mais cela en dit plus sur leur malaise que sur vos limites. Ne laissez pas la culpabilité vous ramener dans le bruit dont vous vous êtes éloigné. Vous n'êtes pas responsable de la gestion de l'inconfort des autres face à votre paix. Et si quelqu'un apprécie vraiment votre présence, il apprendra à s'asseoir dans cette immobilité avec vous, au lieu d'exiger que vous la combliez pour lui. Dans les relations, cela peut être transformateur. Lorsque vous cessez de vous précipiter pour répondre, lorsque vous laissez le silence s'installer au lieu de forcer le mot suivant, vous créez un espace pour une véritable connexion, pour la vérité, pour une pause. Vous cessez de réagir par peur et commencez à écouter par bienveillance. Vous cessez de jouer un rôle et commencez à être. Ce genre de présence est rare. Ce genre de présence est guérisseur. Il y a aussi une force tactique dans le silence. En négociation, par exemple, la personne qui parle le moins détient souvent plus de pouvoir. Dans une confrontation, celui qui reste calme voit généralement le chemin de sortie, avant que l'autre ne réalise même qu'il y a un choix. En leadership, le silence montre de la retenue. Il montre du contrôle et il gagne la confiance parce que les gens ne suivent pas le bruit. Ils suivent une direction. Ils suivent la clarté. Et la clarté vient d'abord du silence. Mais souvenez-vous, le silence ne signifie pas réprimer ses émotions. Il signifie les posséder. Vous pouvez ressentir profondément et choisir de ne rien dire. Ce n'est pas de la répression, c'est de la maîtrise. Et plus vous le pratiquez, plus vous réaliserez que le silence n'est pas vide. Il est plein, plein de patience, plein de force, plein de tout ce dont le bruit essaie de vous distraire. Finalement, les gens commencent à comprendre. Non pas parce que vous le leur avez dit, mais parce que votre silence les a fait écouter. Votre silence leur a appris comment vous traiter. Votre silence leur a rappelé que certaines énergies ne peuvent pas être égalées et ne devraient pas l'être, parce que votre calme n'est pas juste une humeur, c'est un message. Il dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je défends, et je n'ai pas besoin de le crier pour le prouver. » C'est le genre de silence qui change l'atmosphère d'une pièce, qui désarme les arguments, qui brise les cycles, qui protège la paix, qui enseigne sans prêcher, qui dirige sans forcer. Et une fois que vous puisez dans ce genre de silence, vous ne le désapprenez jamais. Il devient une partie de qui vous êtes, une présence calme et stable dans un monde qui a oublié comment respirer. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de parler, de vous défendre, de vous battre pour votre voix, faites une pause, respirez et demandez-vous, ce moment demande-t-il du bruit ou de la présence? Passe à un aussi, parce que le silence, utilisé avec sagesse, parle d'une manière que le bruit ne pourra jamais égaler. Et lorsque le monde autour de vous se met à trembler, votre silence devient l'encre qui maintient tout en place. Troisièmement,
La louange est un piège subtil. Nous aimons tous être reconnus, n'est-ce pas? Un compliment par-ci, une tape dans le dos par-là. C'est agréable de se sentir vu, apprécié, reconnu pour le travail acharné que nous accomplissons. Nous avons tous ressenti cette montée d'adrénaline lorsque quelqu'un nous dit que nous faisons un excellent travail, que nous sommes intelligents ou talentueux, ou toute autre chose qui stimule notre estime de soi. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Il y a une ligne fine entre se sentir bien après un compliment et en avoir besoin pour se sentir bien dans sa peau. Et une fois que vous franchissez cette ligne, la louange devient un piège subtil, un piège qui commence lentement à tirer sur votre estime de soi et votre sentiment de valeur. Au début, c'est discret. Vous pourriez l'ignorer, en rire, ou même le nier un peu. Ah, ce n'est qu'un compliment. Rien de bien grave. Mais ensuite, cela commence à se produire plus souvent. Au travail, avec des amis, peut-être même de la part d'inconnus. À un moment donné, vous remarquez que le sourire sur votre visage ne semble pas tout à fait réel, à moins que quelqu'un ne vous donne ce retour positif. Vous commencez à en avoir besoin. Et c'est là que le piège se referme, car maintenant, votre valeur est attachée à la validation externe. Vous n'êtes plus sur un terrain solide. Vous flottez en attendant le prochain compliment pour vous maintenir en l'air. Le chemin stoïcien, cependant, nous enseigne quelque chose de différent. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Pensez-y une seconde. Le bonheur de votre vie ne dépend pas de ce que les autres disent de vous. Il ne dépend pas du fait que vous soyez remarqué ou non. Il dépend de ce que vous vous dites à vous-même. Le monde peut vous louer ou vous critiquer, mais le stoïcien comprend que ni l'un ni l'autre ne devrait le définir. Les louanges et la flatterie sont comme les rayons du soleil, agréables quand ils se présentent, mais ce n'est pas une chose sur laquelle on peut compter pour survivre. Ce sont des forces extérieures qui changent avec le temps. Si vous fondez votre bonheur et votre estime de soi sur elles, vous serez toujours à la merci de la météo, et croyez-moi, elle est imprévisible. Alors, que se passe-t-il lorsque vous vous attachez aux éloges? Vous commencez à vous produire pour obtenir l'approbation. Vous commencez à façonner vos actions et vos décisions en fonction de ce que les autres pensent de vous, plutôt que de vos propres valeurs ou principes. Vous n'agissez plus parce que c'est juste. Vous agissez parce que vous voulez entendre à nouveau ces mots. Et voici le véritable piège. Lorsque vous vous produisez pour l'approbation, vous abandonnez votre pouvoir. Dès l'instant où vous commencez à dépendre des louanges pour votre bonheur, vous perdez la capacité de vivre de manière authentique. Vous devenez prévisible. Vous devenez une personne qui ne fait que ce qui la fait remarquer, au lieu de faire ce qui correspond à ses valeurs. Les stoïciens nous enseignent que nos actions devraient être guidées par la vertu intérieure et non par des récompenses extérieures. Nous agissons parce que c'est juste, non pas parce que nous voulons que les autres le remarquent. Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, vos actions sont solides, elles sont enracinées. Il n'y a nul besoin de se produire pour le monde. Vous êtes qui vous êtes, peu importe ce que les autres pensent. L'éloge devient quelque chose que vous acceptez, mais auquel vous ne vous accrochez pas. Vous l'appréciez comme un rappel que vous êtes sur la bonne voie, mais vous ne comptez pas sur lui pour guider vos pas. Cet état d'esprit ne consiste pas à rejeter toute louange ou à dire que vous n'avez jamais besoin de reconnaissance. Il s'agit de créer une fondation si forte que nul compliment, aussi élogieux soit-il, ne peut ébranler votre perception de vous-même. Carl Jung a parlé de cette idée de force intérieure lorsqu'il a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Pour devenir vraiment qui vous êtes, vous devez vous détacher des opinions des autres.
vous devez abandonner le besoin d'être validé par des sources extérieures. Lorsque vous cessez de vous produire pour l'approbation des autres, vous ouvrez un espace pour être réellement qui vous êtes. Vous vous auto-réalisez, vivant à partir d'un lieu de clarté et d'authenticité intérieure. Les gens qui vous louent ne sont pas ceux qui déterminent votre valeur. C'est vous. Lorsque vous vivez depuis ce lieu de vérité personnelle, la louange devient juste un moment fugace et non un élément permanent de votre identité. Et la critique? Eh bien, c'est la même chose. Si vous laissez la critique vous définir, si vous la prenez comme la vérité sur qui vous êtes, alors vous avez abandonné votre contrôle. Vous laissez le monde dicter votre état émotionnel. Le stoïcisme nous apprend que la critique, tout comme la louange, est une force extérieure. C'est la perspective de quelqu'un d'autre, et si vous comptez sur les opinions des autres pour votre estime de soi, vous serez toujours à leur merci. La critique non plus ne peut pas vous définir. Elle est le reflet de la perspective de quelqu'un d'autre, pas de votre vérité. L'objectif est de développer une clarté intérieure où ni la louange ni la critique n'ont le pouvoir de vous faire sentir inférieur ou supérieur à ce que vous êtes. De cette manière, vous commencez à construire une véritable résilience émotionnelle. Les louanges et les critiques iront et viendront toujours, mais votre estime de soi doit être ancrée dans quelque chose de bien plus profond. Lorsque vous abandonnez le besoin de plaire aux autres, vous reprenez votre pouvoir. Vous ne vous pliez plus aux caprices de la louange ou à la piqûre de la critique. Vous restez ferme dans votre propre vérité, et de là, vous pouvez agir en accord avec vos valeurs, pas avec votre ego. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a fait un compliment. Comment vous êtes-vous senti? Vous sentiez-vous au sommet du monde, ou était-ce un moment fugace, quelque chose qui s'est rapidement estompé une fois que la personne suivante a dit autre chose? Les éloges sont agréables sur le moment, mais en dépendre vous laisse toujours à la poursuite de cette prochaine sensation. La clé n'est pas d'éviter complètement les louanges, c'est de comprendre leur rôle. L'éloge, comme la critique, n'est que du bruit. C'est quelque chose qui existe en dehors de vous. Et lorsque vous le rendez central à votre bonheur, vous vous perdez dans la confusion. Alors, comment changer de perspective? D'abord, nous devons apprendre à nous détacher du besoin d'approbation. Quand quelqu'un vous fait un compliment, remerciez-le, mais ne le laissez pas prendre racine. Reconnaissez-le, mais ne vous y accrochez pas. Laissez-le vous traverser, sans s'installer en vous. Comprenez que votre valeur ne dépend pas de la façon dont les autres vous voient, mais de la façon dont vous vous voyez vous-même. En intériorisant cet état d'esprit, vous vous libérez du piège de la recherche constante de validation. Vous commencez à vivre pour vous-même, pas pour les applaudissements. Ensuite, nous devons développer une estime de soi inébranlable. Cela vient de la compréhension de qui vous êtes, indépendamment de la reconnaissance extérieure. Lorsque vous cessez de perdre votre temps à vous produire pour les autres, vous créez plus d'espace pour vivre de manière authentique. Vous cessez d'être distrait par les opinions des autres et vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Vivre en accord avec vos valeurs. Cela signifie prendre des décisions basées sur vos propres principes, non pas parce que vous voulez être aimé ou loué. Et lorsque la critique arrive, comme elle le fera inévitablement, ne vous laissez pas ébranler. Rappelez-vous, c'est juste le reflet de la perspective de quelqu'un d'autre. Cela en dit plus sur eux que sur vous. Vous n'avez pas besoin de vous défendre ou d'expliquer vos actions. Restez enraciné dans votre clarté intérieure. Lorsque vous cessez d'essayer de vous prouver aux autres, vous cessez de leur donner le pouvoir de vous diminuer. Au lieu de cela, vous maintenez votre paix. Vous restez ferme dans votre propre identité. En suivant ce chemin, les louanges et les critiques n'auront plus le même pouvoir sur vous. Vous commencerez à les apprécier pour ce qu'ils sont, des moments temporaires et fugaces
qui n'ont aucune incidence réelle sur votre valeur. Au lieu de cela, vous commencerez à reconnaître que le véritable accomplissement ne vient pas de la validation externe, mais de l'alignement de vos actions avec vos valeurs et vos principes. C'est le vrai chemin vers la paix, le chemin stoïcien. C'est vous qui décidez de votre valeur, pas le monde qui vous entoure. Alors souriez, hochez la tête et continuez votre chemin. Les applaudissements ne vous définissent pas. Votre paix intérieure, si. Quatrièmement, ralentissez. Quand le monde s'accélère. Il se passe quelque chose d'étrange lorsque le chaos prend le dessus. Il ne rend pas seulement les choses plus bruyantes ou plus désordonnées. Il fait tout bouger plus vite. Les gens se mettent à parler à toute vitesse, à envoyer des SMS comme si c'était une course, à exiger des décisions comme si le temps allait manquer. C'est comme si le monde lui-même commençait à tourner un peu plus vite, entraînant tout le monde avec lui. Mais voici le hic. Rien de cette vitesse n'est de la productivité réelle. C'est de la panique déguisée en urgence. C'est le bruit de tout le monde qui s'agite, essayant de faire comme s'ils allaient quelque part, alors qu'en fait, ils ne font que foncer vers des erreurs. La véritable habileté, le vrai pouvoir, vient lorsque vous décidez de ralentir. Et cela ne signifie pas tout arrêter complètement. Cela signifie prendre le contrôle de votre rythme pendant que le monde essaie de vous entraîner dans sa frénésie. Dans la philosophie stoïcienne, le concept de ralentir ne consiste pas seulement à réduire la vitesse physiquement. Il s'agit de créer une quiétude intérieure. Quand tout autour de vous s'agite, vous pouvez être celui qui reste enraciné. Au lieu de réagir au chaos qui vous entoure, vous avancez par étapes délibérées et réfléchies. Comme l'a sagement dit Marc Aurèle, « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Lorsque la pression monte et que les gens autour de vous sprintent, c'est le moment de faire une pause et de réfléchir au prochain mouvement. C'est là que vous gagnez en clarté. Vous cessez d'être emporté par le courant et, au lieu de cela, vous naviguez avec intention. Vous cessez de réagir et commencez à choisir votre réponse. Pensez-y. Combien de fois vous retrouvez-vous à prendre des décisions hâtives parce que tout semble urgent? Combien de fois avez-vous accepté quelque chose, envoyé un message ou fait un choix parce que vous aviez l'impression de ne pas avoir le temps de réfléchir? C'est comme une course où la ligne d'arrivée ne cesse de reculer. Ce n'est pas de l'urgence, c'est de l'anxiété déguisée en productivité. Nous sommes tous passés par là. Quelqu'un envoie un email avec « urgent » dans l'objet et immédiatement, l'esprit s'emballe. La pression commence à monter. Votre rythme cardiaque s'accélère et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vous êtes lancé dans quelque chose sans en considérer les conséquences. Mais ralentir, c'est l'antidote. L'esprit calme sait comment gérer cette pression. Il ne cède pas à la précipitation. Au lieu de cela, il choisit de se déplacer avec intention, faisant un pas à la fois, posant soigneusement chaque pied, s'assurant que c'est le bon mouvement. Carl Jung a dit un jour, « La hâte ne vient pas du diable, elle est le diable. » Réfléchissez-y un instant. Nous pensons souvent que la vitesse est synonyme d'efficacité, de productivité, de faire avancer les choses. Mais Jung, dans sa profonde sagesse, suggère que ce n'est pas le cas. C'est un piège. Et quand nous nous précipitons, quand nous cédons au rythme effréné du monde, nous nous y perdons. Nous perdons la capacité de penser de manière critique, de prendre des décisions qui sont en accord avec nos vraies valeurs. Lorsque tout le monde autour de nous court vers la ligne d'arrivée, nous devons nous rappeler que nous n'avons pas besoin de participer à la course. Notre pouvoir réside dans la décision de se déplacer avec intention, pas avec vitesse.
Il y a aussi quelque chose de profondément puissant à voir ce que les autres manquent lorsque vous vous déplacez lentement. Quand tout le monde essaie frénétiquement de prendre de l'avance, vous commencez à remarquer des choses qu'ils ne voient pas. Vous percevez les détails qui se perdent dans la précipitation. Vous entendez les choses qui ne sont pas dites. Vous ressentez les choses qui sont négligées. C'est la force d'un esprit calme. Il voit plus parce qu'il n'est pas pressé. Pensez à la fréquence à laquelle nous commettons des erreurs lorsque nous nous dépêchons dans nos tâches, essayant simplement de cocher des cases. Nous ne nous donnons pas le temps de réfléchir, le temps de questionner, le temps d'évaluer. Mais quand vous ralentissez, quand vous prenez un moment pour respirer, vous voyez soudainement toutes les choses qui étaient juste hors de portée dans le flou de la vitesse. Vous remarquez les nuances dans une conversation. Vous relevez les incohérences dans un argument. Vous pouvez voir les conséquences de vos actions avant qu'elles ne se produisent. Et grâce à cela, vous faites moins d'erreurs. Dans un monde qui exige de plus en plus de notre temps, ralentir est un acte de résistance. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est de la discipline. Plus vous apprenez à ralentir face à l'urgence, plus vous commencez à maîtriser vos circonstances. C'est comme être un observateur calme dans une tempête. Vous regardez le chaos tourbillonner autour de vous, mais vous n'êtes pas emporté par lui. Vous vous déplacez avec intention, avec clarté. Vous comprenez que la course n'est pas aussi importante que les choix que vous faites en chemin. Et à mesure que vous vous déplacez lentement et de manière réfléchie, vous constaterez que le monde autour de vous commence à changer. Les gens commencent à remarquer votre sang-froid. Ils commencent à respecter votre capacité à rester ancré, et c'est là que vous réalisez à quel point le calme peut être puissant. Le stoïcisme nous enseigne que les événements extérieurs sont hors de notre contrôle, mais que nos réponses sont toujours en notre pouvoir. Dans un monde qui veut que nous accélérions, que nous réagissions sans réfléchir, que nous nous précipitions d'une chose à l'autre, le chemin stoïcien est de ralentir, d'observer et de répondre avec intention. Lorsque la vie vous jette le chaos au visage, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de prendre une profonde inspiration, de faire une pause et de réfléchir avant d'agir. Le pouvoir de l'esprit calme ne réside pas dans la résistance à la tempête. Il réside dans le choix de la manière de la traverser. Lorsque vous ralentissez, vous commencez à voir le monde différemment. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de rivaliser avec la précipitation du monde. Vous n'avez pas besoin de vous laisser prendre dans la frénésie. Au lieu de cela, vous trouvez votre propre rythme, votre propre allure, et dans ce rythme, vous devenez inarrêtable. La partie la plus remarquable du ralentissement est qu'il ne vous profite pas seulement à vous. Il change la façon dont les autres vous voient. Les gens qui se précipitent, qui réagissent impulsivement, qui prennent des décisions à l'emporte-pièce, ils sont facilement influencés, facilement manipulés, facilement déstabilisés. Mais quand vous ralentissez, quand vous prenez le contrôle de votre rythme, vous devenez une force avec laquelle il faut compter. Vous devenez le calme dans la tempête, celui qui reste ferme pendant que le monde tourne autour de lui. Et cela, en soi, est un message puissant. Il envoie un signal à tous ceux qui vous entourent que vous n'êtes pas émus par le chaos. Vous n'êtes pas émus par leur urgence. Vous êtes en contrôle de vos propres actions, de vos propres décisions, de votre propre esprit, et c'est la force ultime. Il y a aussi une élégance discrète dans le fait de ralentir. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes précipité dans quelque chose pour réaliser plus tard que vous aviez manqué quelque chose d'important. Peut-être vous êtes-vous précipité dans une conversation et avez-vous dit quelque chose que vous ne pensiez pas, ou avez-vous pris une décision trop rapidement et avez-vous dû faire marche arrière. La beauté de ralentir est que cela vous donne l'espace de prendre des décisions avec sagesse et non avec hâte.
Cela vous permet de prendre du recul, d'évaluer, de questionner, de reconsidérer. Et lorsque vous prenez ce temps, vos décisions sont plus solides, plus réfléchies et plus alignées avec vos vraies valeurs. Vous cessez d'agir par peur, par impulsion, par pression. Vous commencez à agir par clarté, par conviction, par confiance. Alors, la prochaine fois que le monde s'accélérera, prenez un moment pour respirer. Ralentissez votre rythme. Sentez la tension se relâcher et réalisez qu'en faisant cela, vous n'évitez pas seulement les erreurs. Vous faites de la place pour la sagesse. Vous choisissez de vous déplacer avec intention, de ne pas être emporté par un courant qui ne vous sert pas. Vous montrez au monde que pendant qu'il se précipite vers la ligne d'arrivée, vous marchez calmement sur votre propre chemin, confiant que le voyage est tout aussi important que la destination. Cinquièmement, observez ce que les gens font, pas ce qu'ils disent. Il est étrange de voir à quel point il est facile de croire quelqu'un lorsque ses mots correspondent à ce que nous voulons entendre. Nous sommes attirés par la gentillesse, impressionnés par les promesses et parfois même réconfortés par les excuses. Mais les mots, aussi beaux et convaincants soient-ils, ne coûtent rien. Ils peuvent être répétés, façonnés et servis sur le bon ton pour cacher ce qui se passe vraiment. Ce qui révèle vraiment une personne, ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle fait quand personne ne regarde, ou quand les choses ne vont pas dans son sens. C'est là que réside la vérité. Non pas dans les moments de calme, mais dans les moments de pression, de silence et d'inconfort. C'est là que les schémas commencent à se dessiner. Et une fois que vous commencez à voir cela, à le voir vraiment, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous commencez à remarquer la différence entre ce que les gens disent valoriser et ce que leurs actions montrent réellement. Vous surprenez les petites incohérences. L'ami qui dit vous soutenir, mais trouve toujours un moyen de ramener la conversation à lui-même. Le collègue qui parle de travail d'équipe, mais disparaît quand il y a du travail à partager. La personne qui dit aimer l'honnêteté, mais seulement quand cela ne la remet pas en question. Rien de tout cela n'est accidentel. C'est un schéma, et les schémas ne mentent pas. Le stoïcisme nous apprend à séparer les apparences de la réalité, non seulement dans le monde qui nous entoure, mais aussi chez les gens. Il nous exhorte à développer un esprit calme qui n'est pas influencé par le charme ou accroché par des paroles mielleuses, car le stoïcien comprend que la réalité ne se trouve pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est répété. Marc Aurèle a écrit « Vous devriez être plus direct et simple, et ne pas déguiser vos pensées. » Cette idée s'étend aussi vers l'extérieur. Lorsque nous apprenons à observer les autres avec clarté plutôt qu'avec des préjugés ou de l'espoir, nous cessons d'être trompés par les impressions de surface. Nous commençons à vivre dans la vérité, pas dans l'illusion. Carl Jung a un jour souligné « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » Cette déclaration est plus tranchante qu'il n'y paraît, car lorsque nous acceptons cette vérité, non seulement nous commençons à voir les autres plus clairement, mais nous commençons aussi à nous tenir à la même norme. Observer le comportement devient un miroir. Vous commencez aussi à remarquer vos propres contradictions. Ou vos actions ne sont-elles pas à la hauteur de vos paroles? Ou avez-vous promis plus que vous n'avez livré? Il ne s'agit pas de jugement, il s'agit de conscience. La conscience est ce qui vous donne le pouvoir de grandir. Mais en ce qui concerne les autres, cette même conscience est ce qui protège votre paix. L'erreur que la plupart des gens commettent est d'essayer trop fort de trouver des excuses pour un comportement qui ne correspond pas aux paroles. Ils traversent juste une mauvaise passe. Ils ne le pensaient pas comme ça. Ils ont dit qu'ils essayaient.
Et bien que la compassion soit importante, le discernement l'est tout autant. Il y a une différence entre quelqu'un qui trébuche et quelqu'un qui vous montre un schéma répétitif. Et une fois que c'est un schéma, ce n'est plus une confusion, c'est un choix. Quand quelqu'un arrive systématiquement en retard, rompt ses promesses, ignore vos préoccupations ou évite de rendre des comptes, il ne commet pas une erreur. Il fait une déclaration. Il vous suffit d'être assez calme pour l'écouter. Lorsque vous vous détachez du bruit émotionnel, vous commencez à recueillir des preuves, non pas pour monter un dossier, mais pour voir clairement. Le stoïcien ne réagit pas à chaque mot. Il observe. Il écoute. Et ce faisant, il voit l'ensemble du tableau. Avec le temps, vous apprendrez que les actions ne montrent pas seulement le caractère. Elles sont le caractère. La façon dont quelqu'un gère ses responsabilités, la façon dont il traite quelqu'un dont il n'a pas besoin, la façon dont il parle des gens en privé, ce sont les vrais indicateurs. Pas leurs excuses, pas leurs affirmations, pas même leur réputation, parce que les habitudes ne mentent jamais. Et voici ce qui est incroyable. Une fois que vous cessez d'être impressionné par les mots, vos relations commencent à changer. Vous devenez plus difficile à manipuler, plus difficile à tromper. Non pas cynique, juste lucide. Parce que la lucidité engendre le calme. Vous ne vous disputez plus avec les gens pour essayer de les convaincre de qui ils sont. Vous observez simplement. Vous n'avez pas besoin de les dénoncer ou de prouver quelque chose. Vous ajustez simplement vos attentes pour qu'elles correspondent à la réalité. C'est la maturité émotionnelle. C'est la discipline stoïcienne. Et plus vous le faites, plus vous protégez votre paix. Mais cela demande de la force. Il est plus facile de croire aux fantasmes, de continuer à espérer que quelqu'un changera, de s'accrocher à ce qu'il a dit au lieu de faire face à ce qu'il a fait. L'espoir peut être aveuglant lorsqu'il n'est pas ancré dans la réalité, et le stoïcisme ne nous apprend pas à abandonner les gens, mais il nous apprend à être honnêtes avec nous-mêmes sur qui est quelqu'un, pas sur qui nous souhaiterions qu'il soit, pas sur qui il dit vouloir devenir, mais sur la personne qu'il se montre être de manière constante. Il y a aussi une liberté qui vient avec ce changement. Lorsque vous cessez d'investir de l'énergie à analyser chaque mot et commencez à vous concentrer sur ce qui est constant, vous récupérez de l'espace mental. Vous cessez de tourner en rond à essayer de décoder des messages contradictoires. Vous cessez de vous sentir déçu par des attentes non satisfaites. Vous commencez à accepter ce qui est devant vous, non pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est vrai. Et la vérité, même lorsqu'elle fait mal, est toujours plus utile qu'un mensonge réconfortant. Sénèque nous rappelle. Il souffre plus que nécessaire celui qui souffre avant que ce ne soit nécessaire. Combien de fois souffrons-nous émotionnellement parce que nous attendons de quelqu'un qu'il soit ce qu'il n'est pas? Combien de fois nous sentons-nous trahis non pas parce que quelqu'un a changé, mais parce que nous avons refusé de voir qui il était vraiment depuis le début? Ce genre de douleur émotionnelle est évitable si nous apprenons à faire confiance au schéma plutôt qu'aux promesses. Si nous apprenons à rester calmes assez longtemps pour observer plutôt que de réagir. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie, en affaires, en amitié, en amour. Observez comment les gens se comportent lorsqu'ils n'ont besoin de rien de vous. Observez comment ils agissent lorsque les projecteurs sont éteints, quand personne ne regarde. C'est leur véritable nature. Quelqu'un peut avoir tous les bons mots, mais si ses actions ne suivent pas, ces mots n'ont aucun sens. Et il ne s'agit pas d'être dur. Il s'agit d'être ancré. Lorsque vous comprenez que les actes sont le langage le plus sincère d'une personne, le reste cesse de vous troubler. Cela vous aide également à mieux poser vos limites, car une fois que vous identifiez un schéma récurrent, vous pouvez réagir avec clarté plutôt qu'avec émotion. Vous pouvez simplement dire « j'ai observé cela » et prendre une décision fondée sur des faits,
non sur des sentiments. Vous n'avez plus besoin d'excuses pour valider votre expérience. Vous cessez d'attendre que quelqu'un vous explique ce que vous savez déjà. Vous n'espérez plus de conclusions de la part de ceux qui n'ont jamais offert de clarté. Et cela seul engendre une paix qu'aucune conversation ne pourrait jamais apporter. Il ne s'agit pas de traverser la vie en se méfiant de tout le monde. Il s'agit de la traverser en étant éveillé. Éveillé à qui se présente réellement à vous, éveillé à ce qui est vrai, éveillé au fait que la plupart des gens vous révèlent qui ils sont avec le temps. Si seulement vous êtes prêt à observer plutôt qu'à écouter. C'est le don de l'observation. Il vous donne la capacité de prendre du recul face au bruit, de voir les schémas et de prendre des décisions non pas par peur ou par pression, mais avec sagesse. Et en fin de compte, c'est là l'essence de la vie stoïcienne. Non pas un détachement sans émotion, mais un engagement sage. Être si ancré dans la vérité que vous n'êtes plus déstabilisé par les belles paroles ou les départs théâtraux. Vous vous contentez d'acquiescer, de prendre note et de continuer votre chemin. Car la paix ne se trouve pas dans ce que les gens disent. Elle réside dans ce que vous acceptez comme étant la réalité. Et plus vous vivrez en accord avec ce que vous voyez, moins vous souffrirez de ce que vous entendez. Acceptez ce qui pourrait mal tourner. La vie est imprévisible, et parfois, elle nous lance des défis que nous n'avions jamais vus venir. À un instant, tout va bien. L'instant d'après, vous êtes frappé de plein fouet par un problème que vous n'aviez jamais anticipé. Il est facile de céder à la panique dans ces moments. En fait, c'est ce que font la plupart des gens. Frappés par l'inattendu, ils réagissent immédiatement sous l'emprise de la peur. C'est comme être jeté dans une tempête sans aucune préparation. Et le pire, c'est qu'ils sont tellement pris au dépourvu par la douleur qu'ils la laissent les contrôler. Ne sachant comment la gérer, ils s'y perdent et deviennent victimes de leurs propres émotions. Mais il existe une autre façon de vivre, une façon où l'on se prépare au pire, non pas parce qu'on le souhaite, mais parce qu'on refuse de se laisser définir par lui. Les philosophes stoïciens étaient maîtres en la matière. Ils comprenaient que la vie ne consistait pas à éviter la douleur, mais à savoir la gérer lorsqu'elle survient inévitablement. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Il voulait dire que la douleur et la difficulté font partie de la vie. Elles viendront, peu importe vos efforts pour les éviter. Mais la qualité de votre vie, la paix que vous maintenez, votre manière de traverser les épreuves dépendent de votre préparation mentale. Il ne s'agit pas de prétendre que tout ira bien. Il s'agit de se préparer mentalement au moment où les choses tournent mal, afin que, lorsqu'ils surviennent, ils ne vous fassent pas dévier de votre trajectoire. La plupart des gens s'attendent à ce que tout se passe sans accroc, et quand tout s'effondre, ils paniquent. Submergés par les émotions, ils se noient dans le stress et l'anxiété. Mais ceux qui restent calmes face à l'adversité, ceux qui ont pris le temps de se préparer mentalement au pire scénario, sont capables de naviguer dans la tempête avec un esprit clair. Ils ont déjà traversé le pire en esprit. Ils ont affronté l'idée de la perte, de l'échec, de la trahison, et l'ont acceptée, non pas parce qu'ils la désiraient, mais parce qu'ils savaient qu'ils pourraient y faire face si elle se présentait. En vous préparant mentalement, vous cessez d'être une victime des événements. Vous ne pouvez pas prédire chaque détail de votre vie, mais vous pouvez choisir comment y réagir. Les personnes les plus calmes sont celles qui ont déjà répété mentalement les défis qui pourraient se présenter. Carl Jung parlait du pouvoir de la confrontation avec l'ombre, ces parties de nous que nous essayons d'ignorer. Il disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Vous ne gagnez pas en force en prétendant que tout est parfait. Vous devenez fort en reconnaissant vos peurs et en acceptant qu'elles font partie du domaine du possible.
Ce n'est pas vivre dans la peur constante, mais préparer votre esprit à rester inébranlable. Vous acceptez que vous ne pouvez pas contrôler le monde extérieur, mais que vous pouvez contrôler votre réaction à celui-ci. Quand on embrasse cet état d'esprit, on aborde la vie avec une confiance tranquille. Vous ne vous laissez pas ébranler par le moindre contretemps. Vous êtes préparé, et lorsque les défis arrivent, vous y faites face avec un calme qui vous surprend vous-même. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. » En vous préparant mentalement au pire, vous éliminez la peur de l'inconnu. Vous cessez d'imaginer le pire et commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Quand la vie frappe fort, l'esprit calme agit avec détermination. Pas d'hésitation, pas de panique. Vous avez déjà visualisé la tempête. Vous vous y êtes préparé. Ainsi, lorsqu'elle arrive, c'est comme si vous l'aviez déjà vécue. Vous ne vous effondrez pas. Vous y faites simplement face, avec la résolution tranquille de quelqu'un qui sait pouvoir gérer la suite, quelle qu'elle soit. Gardez votre ambition secrète. Il y a quelque chose de presque enivrant à annoncer ses objectifs. On ressent cette montée d'adrénaline en partageant ses ambitions, une fierté à proclamer ses rêves. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. En criant vos objectifs sur les toits, vous vous détournez souvent du véritable travail. Plus vous parlez, moins vous agissez. Plus vous annoncez vos plans, plus vous invitez la pression et les attentes extérieures à s'immiscer. Vous laissez le bruit des opinions des autres entraver votre concentration. Dans un monde qui réclame constamment la validation, il y a un grand pouvoir dans le silence, le pouvoir de laisser vos résultats parler d'eux-mêmes. Dans la philosophie stoïcienne, votre valeur n'est pas déterminée par l'approbation des autres. Marc Aurèle nous rappelle de nous concentrer sur la valeur de ce que nous possédons déjà, plutôt que de rechercher la validation extérieure. La véritable ambition stoïcienne ne consiste pas à impressionner les autres, mais à rester concentré sur le travail lui-même. Pensez aux fois où vous avez trop parlé de vos objectifs. Au début, c'est agréable. Les gens vous félicitent, vous encouragent. Mais dès que vous annoncez votre ambition, vous invitez la distraction. Les gens commencent à vous questionner, à vous donner des conseils non sollicités, ou pire, à attendre votre échec. Ils ne voient que l'annonce brillante que vous avez faite, et vous commencez alors à mesurer vos progrès selon leurs critères, et non les vôtres. La voie stoïcienne nous dit d'éviter ce piège. Travaillez en silence. Avancez avec discipline et effort constant, et laissez vos résultats parler pour vous. Cela ne signifie pas de ne jamais partager votre vision, mais de comprendre que le vrai travail, celui qui compte le plus, se fait dans le calme. L'énergie que vous dépenseriez à parler de vos projets, vous pouvez la réinvestir dans leur création. Lorsque vous cessez d'annoncer votre soif de réussite et que vous commencez à y travailler tranquillement, vous incarnez cette réussite bien avant que le monde ne la remarque. Les gens pourraient prendre votre silence pour de l'indifférence. C'est à ce moment précis qu'ils baissent leur garde. Ils cessent de vous juger, et c'est là que vous pouvez avancer, non pas en déclarant vos intentions, mais en laissant vos actions parler plus fort que les mots. Lorsque votre ambition est alignée avec vos valeurs, vous n'avez pas besoin de l'annoncer. Vous la poursuivez, tout simplement. La tentation de chercher les éloges est réelle, mais rappelez-vous, lorsque vous jouez pour les applaudissements, vous ne jouez plus pour vous-même. Vous jouez pour les attentes des autres. Lorsque vous faites taire ce besoin d'être loué, vous trouvez une satisfaction plus profonde et plus durable. Votre ambition devient une force intérieure. Il ne s'agit pas d'être vu, mais de devenir qui vous êtes destiné à être. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais c'est que nous en perdons beaucoup. » Au lieu de remplir le monde de mots, remplissez-le d'actions. En restant ancré dans votre objectif et en travaillant en silence,
vous construirez quelque chose de réel, quelque chose qui durera, et à la fin, vos résultats parleront d'eux-mêmes. Ne recherchez pas la justice immédiate. Il existe en chacun de nous une pulsion primitive qui nous pousse à nous défendre lorsque nous nous sentons lésés. Quelqu'un vous insulte, dénigre vos efforts, et votre réaction immédiate est de riposter. Vous voulez le remettre à sa place, lui faire savoir qu'il a franchi une ligne. Vous voulez la justice, et vous la voulez sur le champ. Le problème, c'est que se précipiter pour régler les choses dans le feu de l'action ne mène souvent pas à une véritable résolution. Au contraire, cela alimente le cycle de la réaction. Cela se transforme en une joute émotionnelle où personne ne gagne vraiment. Ce n'est pas de la justice, c'est juste du bruit. Les stoïciens le comprenaient profondément. Ils ne se précipitaient pas pour défendre leur honneur ou combattre chaque insulte. Le stoïcisme ne consiste pas à être passif, mais à être patient, réfléchi, et à comprendre que la vraie justice n'a pas besoin d'être immédiate. Souvent, la meilleure façon de réagir à un affront est de faire une pause, de réfléchir et de laisser vos actions être la véritable réponse, pas vos mots. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi, disait Marc Aurèle. Ces paroles nous rappellent que nous n'avons pas besoin de refléter l'agressivité des autres pour maintenir notre dignité. En tenant bon dans le silence, vous ne vous abaissez pas à leur niveau. Vous vous élevez au-dessus. L'instinct naturel est de réagir, mais la justice instantanée n'apporte pas la paix, elle apporte plus de conflits. Parfois, le geste le plus puissant est de ne pas réagir, de prendre du recul, de respirer. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. C'est la force tranquille de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de prouver sa valeur à chaque dispute. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Nos réactions en disent souvent plus sur nos propres insécurités que sur la personne à qui nous réagissons. Au lieu de courir après une justice immédiate, utilisez ce moment comme un miroir. Pourquoi cela vous dérange-t-il autant? L'esprit stoïcien sait que la justice ne consiste pas à prouver qu'on a raison sur le moment. Elle consiste à comprendre ses émotions, à garder son calme et à agir depuis une position de force et non de réaction. La vraie justice, la version stoïcienne, est silencieuse. Elle est réfléchie. Il ne s'agit pas de marquer un point, mais d'avoir un impact durable. Il s'agit d'avoir la clarté d'attendre le bon moment, puis d'agir avec précision, et non avec émotion. Lorsque vous restez calme et maître de vous-même face au manque de respect, vous gagnez bien plus que la satisfaction éphémère d'avoir eu le dernier mot. Vous gagnez le respect, celui qui émane d'une intégrité inébranlable. Pensez à la fréquence à laquelle nous laissons nos émotions nous pousser à agir d'une manière qui nous dessert. Vous vous lancez dans une dispute et, avant même de vous en rendre compte, vous avez dit des choses que vous ne pensiez pas. À l'instant même où vous cédez à l'impulsion de réagir, vous avez déjà perdu le contrôle. Vous avez permis à l'autre de dicter votre état émotionnel. Désormais, au lieu de maîtriser votre réponse, vous ne faites que réagir à la sienne. La beauté du calme stoïcien réside dans sa capacité à vous extraire de cette boucle de rétroaction émotionnelle. Vous ne courez pas après une justice immédiate, vous la laissez plutôt venir en son temps. Vous ne laissez pas vos émotions devenir les ficelles qui contrôlent vos actions. Vous prenez du recul, reconnaissant que la vraie justice est rarement instantanée et que la patience mène souvent aux issues les plus satisfaisantes. Vous vous dites peut-être « Mais comment me défendre? Comment ne pas me laisser marcher sur les pieds? » Et la réponse est que ce n'est pas une nécessité. L'approche stoïcienne est différente de la notion traditionnelle de défense de soi. Il ne s'agit pas de livrer chaque bataille, mais de choisir celle qui mérite votre énergie. Lorsque vous réagissez sous le coup de l'émotion, vous donnez le contrôle à votre adversaire. Vous lui donnez le pouvoir de vous provoquer. Mais lorsque vous faites une pause,
Lorsque vous attendez, lorsque vous le laissez croire qu'il s'en est tiré, c'est vous qui êtes en contrôle. Votre calme, votre silence deviennent une arme. C'est la démonstration de force ultime. L'autre s'attend à ce que vous ripostiez, à ce que vous lui donniez tort. Quand vous ne le faites pas, cela le déstabilise. Il ne sait pas comment réagir face à quelqu'un qui n'a rien à prouver. Sénèque a écrit un jour: « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » La plupart de la douleur que nous ressentons lors d'un manque de respect ne vient pas des mots ou des actes réels des autres, mais de l'anticipation de la façon dont ces mots nous affecteront. Nous imaginons le pire. Nous craignons la perte de respect. Nous croyons devoir nous défendre pour protéger notre dignité. Mais la vérité est que, lorsque nous parvenons à accepter cet inconfort et à laisser passer l'orage, nous réalisons que ce n'était pas aussi terrible que nous l'avions imaginé. Nous voyons que notre paix, notre dignité, n'étaient pas réellement menacées. C'est simplement notre réaction à l'instant présent qui a causé la souffrance. En ne réagissant pas immédiatement, vous vous donnez l'espace de voir les choses clairement. Et c'est là que réside la véritable force. Pensez à un moment où vous n'avez pas réagi sur le champ aux paroles dures de quelqu'un. Peut-être avez-vous laissé le silence s'installer. Peut-être vous êtes-vous donné le temps de réfléchir avant de répondre. À cet instant, vous avez pris le contrôle. Vous n'avez pas laissé le comportement de l'autre dicter ce que vous ressentiez ou comment vous alliez agir. C'est le pouvoir du calme stoïcien. Il ne s'agit pas d'être passif ou faible. Il s'agit de maîtriser ses émotions et de reconnaître que la plupart des conflits sont temporaires. Plus vous attendez, plus le chemin s'éclaircit. Lorsque vous choisissez de rester calme, vous vous donnez la chance de répondre avec sagesse et non par impulsion. La vraie justice ne consiste donc pas à se venger ni à corriger quelqu'un sur le moment. Il s'agit de voir la situation dans son ensemble et de choisir de ne pas se laisser emporter par le drame émotionnel. C'est comprendre que, même si vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent ou font, vous pouvez contrôler la façon dont vous y répondez. Et parfois, la meilleure réponse est de ne rien dire du tout. Vous n'avez pas besoin de défendre votre honneur. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez raison. Vous n'avez pas besoin d'obtenir justice maintenant, car à long terme, l'important n'est pas de savoir qui a gagné la dispute sur le moment. L'important est de savoir qui est resté suffisamment calme pour agir quand le moment était venu. Et ça, mon ami, c'est une victoire que personne ne pourra vous enlever. Numéro 9. Budgétez votre énergie émotionnelle. La plupart d'entre nous ne réalisent pas combien nous dépensons sans réfléchir. Pas de l'argent, des émotions. Chaque fois que nous réagissons, chaque fois que nous laissons quelqu'un nous atteindre, nous effectuons un paiement. Peut-être pas en euros, mais en quelque chose de bien plus précieux. Notre énergie, notre concentration, notre tranquillité d'esprit. La vérité est que votre énergie émotionnelle est une ressource limitée. Vous vous réveillez avec une certaine quantité chaque jour et la façon dont vous la dépensez détermine tout. À qui vous accordez votre attention? Ce que vous laissez vous épuiser, ce que vous choisissez d'ignorer et ce pourquoi vous vous battez. Mais si vous n'êtes pas conscient de vos dépenses émotionnelles, vous finirez épuisé, frustré et vous vous demanderez où est passée votre paix. Cela commence doucement. Quelqu'un vous coupe la route en voiture et cette irritation vous poursuit pendant des heures. Un commentaire passif-agressif au travail vous trotte dans la tête toute la journée. Vous rejouez une dispute dans votre esprit de 10 manières différentes, en répétant ce que vous auriez dû dire. Aucune de ces choses ne met votre vie en danger. Aucune n'est une urgence. Mais elle vous vide. Et le pire, la plupart du temps, l'autre personne est déjà passée à autre chose. C'est vous qui continuez à en payer le prix.
Voilà le piège. Vous remettez votre salaire émotionnel à des gens qui ne l'ont ni gagné ni mérité. Et à la fin de la journée, il ne vous reste que la fatigue et le regret. Le stoïcisme nous offre un moyen de sortir de ce cycle. Les stoïciens croyaient que notre paix intérieure ne devrait jamais être négociable, que ce que nous ressentons et la manière dont nous réagissons sont entièrement sous notre contrôle, quoi que fassent les autres. Épictète, un homme qui avait toutes les raisons d'être amer, l'a très bien dit. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Cette phrase est profonde, car lorsque vous réagissez sans réfléchir, lorsque vous laissez quelqu'un d'autre décider de votre humeur, vous lui cédez le contrôle. Vous laissez quelqu'un d'autre décider de ce à quoi ressemblera votre journée. Mais la voie stoïcienne ne consiste pas à être sans émotion. Il s'agit de savoir où investir ses émotions. Comme un investisseur avisé, vous ne jetez pas vos ressources dans chaque situation qui se présente. Vous choisissez ce qui en vaut la peine. Et la plupart des choses n'en valent pas la peine. Pensez à votre énergie émotionnelle comme à un compte en banque. Chaque fois que vous vous disputez avec quelqu'un qui ne cherche qu'à se disputer, vous faites un retrait. Chaque fois que vous vous obsédez pour quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, vous signez un chèque sans provision. Et tout comme avec l'argent, si vous ne gérez pas judicieusement votre budget, vous faites faillite. Pas financièrement, mais mentalement. Vous devenez réactif, anxieux, vidé. Il ne vous reste plus rien pour les gens qui comptent, pour les choses qui méritent de votre énergie, parce que vous avez tout dépensé pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Carl Jung a dit un jour, « Ce à quoi vous résistez non seulement persiste, mais prendra de l'ampleur. » Lorsque nous réagissons émotionnellement à chaque petite chose, nous donnons plus de pouvoir à ces moments. Nous résistons à l'inconfort, alors il s'attarde. Nous combattons l'insulte, alors elle grandit. Mais lorsque vous budgétez votre énergie émotionnelle, vous commencez à voir les choses différemment. Vous cessez de ressentir le besoin de répondre à chaque commentaire. Vous ne vous sentez plus obligé de corriger chaque malentendu. Vous laissez aller les choses, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes assez sage pour en connaître le coût. Et le coût est réel. Chaque réaction a un prix. Du temps que vous ne retrouverez jamais, une concentration qui aurait pu être consacrée à votre travail, une patience qui aurait pu être utilisée avec votre famille, un sommeil qui aurait pu vous régénérer. Lorsque vous vous emportez pour une futilité, vous ne perdez pas seulement votre sang-froid, vous dépensez votre paix. Et pourquoi? Pour prouver quelque chose? Pour gagner un débat qui n'aura plus d'importance dans une semaine? Plus vous vous demandez, est-ce que cela en vaut le coup? Plus vos décisions deviennent claires. Vous commencez à vous éloigner de certaines situations, non pas parce que vous les évitez, mais parce que vous avez déjà fait le calcul. Voilà ce qu'est vraiment le calme. C'est la richesse émotionnelle. C'est ce que vous portez en vous lorsque vous ne gaspillez pas vos réactions pour des choses sans importance. Il ne s'agit pas d'être insensible ou indifférent. Il s'agit de valoriser votre paix à tel point que vous la protégez farouchement. Vous ne donneriez pas votre dernier euro à quelqu'un qui vous insulte, alors pourquoi lui donner votre paix intérieure? Pourquoi laisser son comportement faire faillite à votre journée? Ce changement de perspective ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, vous vous surprendrez encore à réagir. Vous vous laisserez encore entraîner dans des disputes ou vous laisserez le ton d'un étranger vous déranger. Mais avec le temps, vous commencerez à vous reprendre. Vous commencerez à reconnaître quand vous êtes sur le point de dépenser une énergie que vous n'avez pas besoin de dépenser. Et alors, vous ferez une pause. Vous respirerez. Vous demanderez, est-ce que ça en vaut la peine? Lentement, ces petites pauses deviennent des habitudes.
Ces habitudes deviennent des schémas. Et ces schémas façonnent une vie calme, concentrée et profondément ancrée. Sénèque nous le rappelle. Nul n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'il veut, mais il est en son pouvoir de ne pas vouloir ce qu'il n'a pas et d'utiliser joyeusement ce qu'il a. Appliquez cela à votre énergie émotionnelle. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler tout ce qui vous arrive aujourd'hui, mais vous pouvez contrôler ce dans quoi vous voulez investir. Vous pouvez choisir de protéger ce que vous avez. Votre attention, votre paix, votre concentration et de les utiliser judicieusement. Vous pouvez joyeusement vous détourner de l'absurdité et sentir que vous avez tout de même gagné. Une fois que vous commencerez à vivre ainsi, tout changera. Les conversations deviendront plus légères. Les désaccords ne feront plus dérailler votre journée. Vous cesserez de courir après les gens pour obtenir une conclusion ou une validation. Vous cesserez de ressentir le besoin de vous prouver dans chaque situation. Pourquoi? Parce que votre compte en banque émotionnel est plein. Et vous ne cherchez pas à faire la monnaie avec des gens qui ne peuvent pas se permettre votre paix. Ce calme que vous portez en vous n'est pas de la faiblesse, c'est de la valeur. C'est quelque chose que vous avez gagné en ne réagissant pas à chaque petite chose, en choisissant votre paix plutôt que de prouver que vous avez raison. C'est là que commence la vraie force. Pas dans le volume de votre réponse, mais dans le peu de besoin que vous avez de répondre. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer et que vous ne mordez pas à l'hameçon, quand une situation devient chaotique et que vous restez ancré, c'est cela, la richesse émotionnelle. C'est une force qui n'a pas besoin de se montrer, et, ironiquement, c'est ce qui déstabilise le plus les gens. Quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas acheter votre réaction, que peu importe ce qu'ils disent ou font, vous avez déjà décidé de ce qui mérite votre temps. Ce genre de contrôle n'est pas seulement stoïcien, il est magnétique. Alors, à partir de maintenant, pensez comme un investisseur avisé. Budgétez votre énergie. Soyez conscient de la façon dont vous la dépensez et avec qui. Tout ne mérite pas votre pleine présence émotionnelle. Tous les problèmes ne valent pas la peine d'être résolus. Tous les incendies n'ont pas besoin de votre eau. Plus vous valoriserez votre paix, plus vous la protégerez. Et dans cet espace entre ce qui arrive et la façon dont vous choisissez de réagir, vous trouverez quelque chose d'inestimable, la liberté. La liberté de partir, de rester calme, de demeurer intouché. C'est là votre richesse émotionnelle. Et elle vaut tout. Numéro 10. La flatterie n'est pas toujours amicale. Parfois, les mots les plus doux portent les lames les plus acérées. Nous aimons tous les compliments. Entendre que nous faisons du bon travail, que nous sommes talentueux, intelligents, séduisants ou admirables. C'est agréable. Cela nous réchauffe. Mais tous les éloges ne viennent pas d'un fond de sincérité ou de bienveillance. En fait, la manipulation la plus dangereuse commence souvent par des mots aimables. C'est là le piège. Car lorsque vous n'y prêtez pas attention, la flatterie peut devenir un outil utilisé pour vous désarmer, pour baisser votre garde, pour détourner votre attention de ce qui se passe réellement. Elle ne vient pas toujours avec de mauvaises intentions, mais c'est précisément pourquoi elle fonctionne si bien. L'éloge nous met à l'aise, et quand nous sommes à l'aise, nous cessons de poser des questions. Les stoïciens nous apprennent à être prudents, non seulement avec la critique, mais aussi avec les compliments, car les deux ont le pouvoir de modifier notre état intérieur si nous les laissons faire. L'esprit sage ne s'enivre pas de louanges ni ne s'effondre sous les insultes. Il reste stable, ancré. Marc Aurèle a dit « Accueille sans orgueil, laisse aller sans attachement ». Cela inclut l'éloge. Un stoïcien accepte un compliment avec gratitude, mais ne le poursuit pas et ne construit pas son identité dessus. Il sourit, dit merci et continue son chemin. Car au moment où vous avez besoin d'éloges pour vous sentir en sécurité,
vous devenez vulnérable à ceux qui savent s'en servir. La flatterie n'est pas toujours amicale. Parfois, elle est sincère, oui, mais d'autres fois, elle est stratégique. Les gens peuvent vous dire exactement ce que vous voulez entendre, non pas pour vous élever, mais pour vous amadouer, pour gagner rapidement votre confiance, pour ouvrir une porte que vous garderiez normalement fermée. Le compliment devient une monnaie, une transaction. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous commencerez à dépenser votre énergie, votre temps et votre bande passante émotionnelle pour des gens qui n'ont jamais vraiment pensé les mots qu'ils ont prononcés. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Et la lucidité est ce qui vous permet de rester vif d'esprit même lorsque les choses semblent douces. Carl Jung croyait que ce que nous choisissons d'ignorer a souvent le plus de contrôle sur nous. Il a écrit: tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Cela s'applique aussi ici. Si vous acceptez tous les éloges pour argent comptant, si vous ne vous arrêtez jamais pour demander « Pourquoi maintenant? Qu'y a-t-il derrière cela? » vous risquez de devenir quelqu'un de facilement manipulable par les mots des autres. Vous ne vous en rendrez même pas compte. Vous commencerez à changer votre ton, vos actions, vos objectifs, juste pour que les éloges continuent d'affluer. Et quand ils cesseront, vous vous sentirez perdu. Ce n'est pas de la souveraineté, c'est de la dépendance. Le but n'est pas de rejeter les compliments ou de vivre dans une suspicion constante. Le but est de les recevoir avec clarté. Être conscient de l'influence des louanges sur votre état d'esprit, votre ego, vos décisions. Reconnaître que tous ceux qui vous complimentent n'essaient pas de vous aider. Certains essaient d'obtenir quelque chose de vous. Certains vous louent pour que vous ne remarquiez pas la subtile manipulation qui suivra. C'est pourquoi le calme est si important. Un esprit calme ne réagit pas immédiatement. Il prend une respiration, écoute et réfléchit. Il ne se jette pas dans la confiance. Il observe. Il lit le ton derrière les mots. Il remarque le contexte, le moment, le motif. Le calme vous donne l'espace de demander « Que fait réellement ce compliment ici ?» Lorsque vous restez calme face aux louanges, cela déconcerte les personnes qui s'attendaient à vous voir fondre. Elles s'attendent à ce que vous vous illuminiez, que vous changiez de comportement, que vous couriez après ce sentiment. Quand vous ne le faites pas, quand vous restez ancré, elles ne savent pas comment gérer la situation. C'est le signe que vous devenez quelqu'un qui ne peut pas être acheté par des mots. Et c'est une position de pouvoir, car cela signifie que vos valeurs, vos actions, votre chemin ne sont plus à la merci de l'approbation de quelqu'un d'autre. Sénèque nous rappelle que un homme toujours prêt à croire ce qu'on lui dit ne réussira jamais. Croire chaque mot aimable sans discernement est tout aussi risqué que de croire chaque critique. Les mots sont des outils, et les outils peuvent construire ou détruire. C'est pourquoi vous devez les manipuler avec soin, non pas avec peur, mais avec conscience. Car lorsque vous êtes conscient, vous remarquez des choses que les autres ne voient pas. Vous entendez le compliment, mais vous décelez aussi le motif caché. Vous ressentez la chaleur de l'éloge, mais vous gardez un pied ancré dans la vérité. Il faut aussi dire que l'éloge peut émousser votre tranchant. Quand quelqu'un vous dit constamment que vous êtes incroyable, vous risquez de cesser de vous dépasser. Vous pourriez commencer à croire que vous êtes arrivé, qu'il n'y a plus de travail à faire, que vous avez tout maîtrisé. Et c'est là que la croissance s'arrête. C'est là que le confort devient une cage. L'un des plus grands dangers de l'éloge est qu'il nous convainc de faire une pause là où nous sommes censés passer. Il nous fait nous attarder trop longtemps sur nos accomplissements au lieu de continuer le voyage. C'est pourquoi un stoïcien, même face à l'admiration, continue d'avancer, non par ingratitude, mais par discipline, par compréhension qu'il y a encore du chemin à parcourir.
Cela ne signifie pas que vous devenez froid ou détaché. En fait, une personne calme et consciente peut accepter les compliments avec grâce, mais elle le fait avec équilibre. Elle ne s'en grise pas. Elle ne les recherche pas. Elle ne les laisse pas diriger le navire. Elle reconnaît simplement le moment, apprécie le sentiment et retourne à son chemin. Sans attachement, sans ego, juste avec présence. La flatterie fonctionne souvent parce qu'elle nourrit une partie de nous qui a soif de reconnaissance. Mais le stoïcisme nous rappelle que la véritable reconnaissance doit venir de l'intérieur, que vous devez savoir qui vous êtes, non pas parce que les autres vous l'ont dit, mais parce que vous avez fait le travail pour le découvrir, parce que vous vous êtes assis avec vos défauts, avez affronté vos faiblesses et avez construit votre caractère de l'intérieur. Quand vous savez qui vous êtes, la flatterie ne peut pas vous contrôler. Vous pouvez l'apprécier sans en dépendre. Vous pouvez l'entendre sans en avoir besoin. Dans la vie de tous les jours, cela se manifeste de la plus petite des manières. Quelqu'un au travail vous flatte juste avant de vous demander une faveur. Une nouvelle connaissance loue vos valeurs, puis commence lentement à remettre en question vos limites. Une personne que vous connaissez à peine vous couvre d'admiration pour ensuite révéler qu'elle a besoin de votre soutien pour quelque chose. Le schéma n'est pas toujours évident, mais une fois que vous commencez à y prêter attention, il devient clair. Et l'esprit calme, l'esprit ancré, l'esprit stoïcien, le voit avant qu'il ne s'étende. C'est pourquoi l'immobilité est un bouclier. Elle vous permet d'entendre le compliment sans le laisser franchir votre garde. Elle vous permet de hocher poliment la tête tout en gardant les yeux ouverts. Elle vous donne le pouvoir d'apprécier les mots aimables, mais de ne pas être possédé par eux. Et c'est cet équilibre que vous voulez cultiver. Il n'est pas nécessaire de craindre l'éloge, mais il est nécessaire de le filtrer. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous complimente, faites une pause. Souriez, dites merci, mais demandez-vous tranquillement, pourquoi maintenant? Écoutez la réponse dans son comportement, dans sa constance, dans ce qu'il vous demande ensuite. Et surtout, restez vif, même quand c'est doux. Car la paix ne consiste pas seulement à éviter les conflits. C'est naviguer dans la bienveillance avec la même clarté que vous utiliseriez dans le chaos. C'est ça, le calme. C'est ça, la discipline. C'est cet avantage qui ne peut être émoussé. Numéro 11. Partez sans un mot. Certaines choses sont mieux tues. Non pas parce que vous n'avez pas les mots, mais parce que les mots n'ont plus d'importance. On atteint un point dans la vie où les explications semblent lourdes et où se répéter devient épuisant. C'est alors que le silence devient votre réponse la plus forte. Il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit de protéger votre énergie. Parfois, le geste le plus puissant que vous puissiez faire n'est pas de vous battre pour obtenir une conclusion, mais de partir sans un bruit. Les gens croient souvent que chaque fin mérite une conversation, que nous devons aux autres un dernier paragraphe, un résumé de nos raisons, un adieu bien articulé. Mais la vie n'est pas une histoire qui a besoin d'une conclusion parfaite. Les vraies fins ne s'accompagnent pas toujours d'explications. Parfois, elles se manifestent sous la forme de départs silencieux, sans avertissement, sans scène. Et ce silence, il résonne souvent plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont quelqu'un reçoit votre absence. Vous ne pouvez pas dicter s'il comprendra votre silence. Mais vous pouvez contrôler le moment où vous en avez terminé. Vous pouvez choisir de ne pas vous expliquer pour la 100e fois. Vous pouvez décider que votre paix a plus de valeur que sa réaction. Et vous pouvez partir. Non pas pour le punir, mais pour protéger ce qu'il reste de votre esprit. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de pleurer.
Vous n'avez même pas besoin d'expliquer. Lorsqu'une limite a été franchie, lorsque la confiance a été usée, lorsque votre esprit se sent meurtri, il est juste de partir. Non pas de manière spectaculaire, ni avec rage ou vengeance, mais calmement, tranquillement, comme on referme un livre que l'on a déjà terminé. C'est la voie stoïque. Aucune performance. Nul besoin d'être vu en train de partir, juste la quiétude de savoir que votre temps ici est révolu. Les gens craignent le silence plus que la confrontation. Lorsque vous vous battez, ils peuvent répondre. Lorsque vous expliquez, ils peuvent argumenter. Mais lorsque vous disparaissez sans un mot, ils sont laissés à eux-mêmes, avec le poids de leur choix, avec le vide que vous remplissiez. Et dans cet espace silencieux, ils voient souvent plus clairement qu'ils ne l'ont jamais fait au milieu du bruit. Non pas parce que vous les avez convaincus, mais parce que votre absence exprime une vérité que vos mots n'auraient jamais pu atteindre. Gaspiller son souffle à essayer d'expliquer sa valeur à quelqu'un qui n'a jamais écouté est une forme de tragédie silencieuse. C'est du temps passé à tenter de réparer ce qui ne vous appartient pas, de l'énergie versée pour être compris par quelqu'un déterminé à mal vous interpréter. Ce n'est pas noble, c'est épuisant, et finalement, vous apprenez que la chose la plus respectueuse envers vous-même est de partir, sans fanfare, sans monologue final, juste avec le son doux de vos propres pas qui s'éloignent. Cela ne fait pas de vous une personne au cœur froid. Cela fait de vous une personne perspicace, émotionnellement mature, ancrée. Vous ne courez plus après une conclusion, car vous avez réalisé que la conclusion n'est souvent qu'un fantasme. Nous pensons qu'elle nous apportera la paix, mais le plus souvent, elle nous ramène dans un cycle de justification et de douleur. La paix ne vient pas du fait d'être entendu, elle vient du lâcher-prise, elle vient du fait de dire « cela ne me sert plus » et d'honorer cette déclaration par vos actions, non par vos arguments. Vous remarquerez avec le temps que les personnes qui vous respectaient vraiment n'auront pas besoin d'explications et que celles qui vous ont manqué de respect n'en mériteront pas. C'est le paradoxe. Ceux qui vous ont repoussé exigeront des raisons, mais la vérité est qu'ils les connaissent déjà. Ils ne pensaient simplement pas que la conséquence serait le silence. Ils s'attendaient au chaos, au drame, à l'émotion. Quand ils reçoivent le calme à la place, cela les déstabilise, car le calme est une langue qu'ils ne parlent pas. Ils ne savent pas comment réagir à une porte qui s'est refermée sans un bruit. Partir ne signifie pas que vous ne vous souciez plus. Cela signifie que vous vous souciez suffisamment de vous-même pour ne pas rester là où vous n'êtes pas apprécié. Cela signifie que vous avez choisi le respect de soi plutôt que le sacrifice de soi. Et lorsque vous faites cela, vous cessez d'attendre que les autres voient votre valeur. Vous la voyez vous-même, et cela suffit. Épictète enseignait: la liberté est le seul but digne d'être poursuivi dans la vie. On l'obtient en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Et il y a une profonde forme de liberté dans le fait de s'éloigner. Vous vous libérez des attentes, des explications, des cycles. Vous récupérez votre temps, votre énergie, votre dignité, pas avec du bruit, mais avec une seule décision silencieuse. Il y aura des moments où vous serez tenté de revenir, de dire juste une dernière chose, de leur faire comprendre, de répondre au message, de décrocher l'appel. Mais lorsque cette envie monte, rappelez-vous pourquoi vous êtes parti, combien de fois vous vous êtes expliqué, et à quel point ces mots n'ont jamais changé la situation. Rappelez-vous que le silence est aussi une forme de force. Laissez-les s'interroger. Laissez-les s'asseoir avec l'espace que vous avez laissé derrière vous. Laissez votre absence être un miroir qui leur renvoie leurs propres actions. Non par cruauté, mais par clarté. Car parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux
c'est de partir sans un mot, sans vengeance, sans culpabilité, sans amertume, juste la paix. Aristote a dit un jour, « Se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. » Et partir vous en apprend souvent plus sur vous-même que rester ne le pourrait jamais. Cela vous montre ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas, ce que vous appréciez, ce dont vous vous êtes affranchi. Cela aiguise vos instincts, renforce votre voix, même en silence. Vous devenez moins réactif, moins désespéré en quête de validation, plus ancré en votre propre centre. Les gens diront peut-être que vous êtes froid, que vous auriez dû rester, que vous auriez dû essayer plus fort. Mais vous seul savez ce qu'il en coûte de rester silencieux dans la douleur. Vous seul savez ce que c'était de continuer à donner à quelque chose qui ne donnait jamais en retour, et vous seul pouvez décider quand assez est vraiment assez. Alors la prochaine fois que quelqu'un franchit une limite, ne cherchez pas les mots justes. Ne gaspillez pas votre souffle à essayer de tout lier avec logique ou grâce. Partez, simplement. Ne claquez pas la porte. Ne regardez pas en arrière. Laissez votre calme être la réponse. Laissez votre absence être le message. Car dans un monde rempli de bruit et d'explications, votre silence sera la seule chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Et ce silence, c'est votre liberté. C'est votre guérison. C'est votre pouvoir. Laissez le chaos s'effondrer de lui-même. La vie a une drôle de façon de nous jeter du chaos sur notre chemin, n'est-ce pas? On a souvent l'impression que chaque fois que quelque chose va mal, on attend de nous que nous intervenions pour réparer. Quelqu'un est contrarié, quelque chose est cassé, ou une situation devient hors de contrôle, et l'instinct est de se jeter dans la mêlée, de mettre la cape de héros et de sauver la situation. Mais si le vrai pouvoir était de prendre du recul, et si le plus grand acte de maîtrise de soi était de choisir de laisser les choses se dérouler sans intervenir, même lorsque la tempête semble s'abattre? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas tout contrôler. En fait, plus nous essayons de contrôler le monde qui nous entoure, plus nous perdons notre propre paix. Marc Aurèle nous rappelait, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette vérité simple mais profonde souligne l'essence du calme face au chaos. Il y a des choses dans la vie qui sont simplement hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de faire des erreurs. Nous ne pouvons pas réparer tous les dégâts que quelqu'un d'autre crée. Et parfois, essayer de tout réparer ne fait qu'empirer les choses. La voie stoïcienne ne consiste pas à sauver chaque navire qui sombre. Elle consiste à reconnaître quelles batailles valent la peine d'être menées et lesquelles se régleront d'elles-mêmes si nous les laissons simplement faire. Les personnes qui sont en proie à une agitation constante, qui crée le chaos dans leur vie, s'attendent souvent à ce que d'autres viennent nettoyer leurs dégâts. Elles veulent que quelqu'un calme leurs nerfs, résolve leurs problèmes, porte le poids de leurs erreurs. Mais voici le problème. Lorsque vous courez toujours pour éteindre l'incendie de quelqu'un d'autre, vous commencez à vous consumer vous-même. À un certain moment, vous devez réaliser que tous les problèmes ne sont pas les vôtres à résoudre. Chaque navire qui coule n'est pas de votre responsabilité. Et plus important encore, laisser parfois les choses s'effondrer d'elles-mêmes est la chose la plus compatissante et la plus sage que vous puissiez faire, pour eux comme pour vous. Imaginez assister au drame de quelqu'un d'autre se dérouler. L'instinct est là. Ne devrais-je pas faire quelque chose? Ne devrais-je pas aider? Ne puis-je pas arranger ça pour eux? Mais la vérité est qu'intervenir n'aide pas toujours. En fait, cela peut renforcer le chaos. En sauvant les gens de leurs propres conséquences, vous pourriez encourager le comportement même qui a causé le problème en premier lieu. Carl Jung a dit un jour, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. » Ce qu'il voulait dire par là, c'est que la vraie croissance et la responsabilité
viennent du fait de faire face aux conséquences de nos actions. Lorsque nous intervenons trop rapidement pour réparer le désordre de quelqu'un d'autre, nous lui volons la chance de grandir, de prendre ses responsabilités et d'apprendre de ses erreurs. Il ne s'agit pas de regarder les gens souffrir inutilement. Il ne s'agit pas d'être froid ou sans cœur. Il s'agit de comprendre que prendre du recul ne signifie pas abandonner quelqu'un. Cela signifie choisir de le laisser faire face aux conséquences de ses propres actions pour qu'il puisse grandir. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un est d'arrêter de résoudre ses problèmes. Laissez-le sentir le poids de ses décisions. C'est dans ces moments que le vrai changement se produit, pour lui comme pour vous. L'idée est de se détacher non pas de l'affection, mais du besoin de contrôler. Le stoïcisme nous apprend que nous n'avons pas besoin d'être emportés par chaque tempête émotionnelle qui nous entoure. Nous n'avons pas besoin de réagir à chaque crise qui survient. Au lieu de cela, nous pouvons observer depuis un lieu de calme, en voyant la situation pour ce qu'elle est, et non pour ce que nous souhaiterions qu'elle soit. Ce détachement n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. C'est la capacité de voir le feu brûler sans se précipiter pour l'éteindre. Le stoïcien reste serein même dans le chaos parce qu'il comprend que sa paix est sa responsabilité. Vous n'avez pas besoin d'être constamment sur le qui-vive, toujours à sauter pour réparer ce qui ne va pas. En fait, souvent, l'action la plus puissante est l'absence d'action. En laissant les choses s'effondrer d'elles-mêmes, vous retirez au feu son combustible. Les gens réaliseront que leurs actions ont des conséquences. Ils commenceront à voir l'importance de prendre leurs responsabilités, et ce qui est puissant dans cette approche, c'est qu'elle ne concerne pas eux. Elle vous concerne, vous. Il s'agit de protéger votre énergie, votre calme et votre paix mentale. Vous ne pouvez pas contrôler la tempête qui vous entoure, mais vous pouvez choisir comment y répondre. Vous pouvez choisir d'entrer dans le chaos ou de rester ancré, calme et inébranlable. En prenant du recul, vous ne les laissez pas se noyer. Vous leur permettez d'apprendre à nager. Et vous économisez votre énergie émotionnelle pour les batailles qui comptent vraiment, pas pour celles que vous ne pouvez pas gagner. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation où vous vous sentez obligé d'agir, demandez-vous: est-ce à moi de réparer cela? Si la réponse est non, alors prenez du recul. Laissez la situation se dérouler, sachant que votre calme n'est pas seulement votre force, c'est la force de votre sagesse. Le calme n'est pas l'insensibilité, c'est la maîtrise. La plupart des gens se méprennent sur le calme. Ils voient quelqu'un de silencieux au milieu du chaos et supposent qu'il est froid. Ils supposent que le silence signifie le vide, qu'un visage calme signifie un cœur insensible. Mais la vérité est bien plus puissante et bien plus difficile. Le vrai calme n'est pas l'absence de sentiment, c'est la présence du contrôle. Ce n'est pas que vous ne ressentez rien, c'est que vous ressentez profondément et choisissez délibérément de ne pas laisser ces émotions diriger votre vie. Vous vous asseyez avec elles, vous les tenez, vous les examinez, puis, tel un artisan, vous les façonnez en quelque chose d'utile. Pensez à un artiste avec un bloc de marbre. Le marbre, c'est l'émotion, brute, lourde, informe. Le calme, c'est le ciseau. Sans contrôle, l'émotion reste un simple bloc. Elle vous alourdit, elle vous trouble. Mais lorsque vous approchez ce marbre avec des mains stables, vous commencez à sculpter quelque chose de significatif. Vous ne frappez pas au hasard, vous ne vous précipitez pas, vous prenez votre temps. Vous sculptez avec intention. Voilà à quoi ressemble la maîtrise émotionnelle. Pas la suppression, pas l'évitement. La maîtrise. Savoir ce que vous ressentez et décider comment vous agissez en réponse. Il existe une croyance commune selon laquelle la seule façon de prouver que l'on tient à quelqu'un est de réagir.
crier quand on est en colère, pleurer quand on est triste, partir en claquant la porte quand on est frustré. Mais réagir n'est pas une preuve de profondeur. C'est souvent juste une preuve de manque de discipline. Il est facile de réagir. Cela ne demande rien d'autre qu'une impulsion. Ce qui demande de la force, c'est la pause, cet espace entre l'émotion et l'action, ce moment où vous respirez et vous demandez « Est-ce ainsi que je veux être en ce moment ?» C'est là que réside le pouvoir, dans cet intervalle. Le stoïcisme, en son cœur, concerne cet intervalle. Il nous enseigne que les émotions ne sont pas des ennemis. L'esprit, lorsqu'il est calme, devient une forteresse. Non pas parce qu'il enferme les émotions à l'extérieur, mais parce qu'il les laisse entrer sans les laisser prendre le contrôle. Vous ne fuyez pas le feu, vous le traversez avec grâce. Vous laissez la chaleur vous réchauffer, mais vous ne la laissez pas incendier la maison. Soyons honnêtes, le calme peut paraître ennuyeux de l'extérieur. Pendant que d'autres élèvent la voix, jettent des objets ou claquent des portes, vous êtes simplement immobile, silencieux, maître de vous. Et cette immobilité pourrait faire croire aux gens que vous ne vous en souciez pas, mais c'est leur méprise. Votre silence n'est pas une absence, c'est une force. C'est la décision de tenir bon plutôt que de vous laisser entraîner dans une tempête. Les gens qui vivent dans le bruit ne peuvent souvent pas comprendre ce que c'est que de vivre en paix. Ils voient le calme comme une faiblesse parce qu'ils ne savent être bruyants que pour se sentir entendus. Mais il existe une présence plus profonde, une présence qui n'a pas besoin de bruit pour être ressentie. Ce calme devient votre armure. Il vous protège non pas en éteignant l'émotion, mais en la maîtrisant. Vous ressentez tout, mais vous ne montrez pas toutes vos cartes. Vous vous souciez des autres, mais vous ne vous effondrez pas. Vous avez mal, mais vous guérissez en silence. Et lorsque vous parlez, c'est avec intention. Il y a une paix particulière à savoir que vous ne devez pas au monde chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Vous n'avez pas à expliquer chaque humeur, chaque décision, chaque silence. Certaines choses sont mieux gardées à l'intérieur, non pour les cacher, mais pour les honorer. Chaque émotion n'a pas besoin d'une scène. Chaque sentiment n'a pas besoin d'un microphone. Une partie de la maîtrise de soi consiste à savoir quelles parties de vous sont sacrées et lesquelles ne sont que des tempêtes passagères. La personne calme ne met pas sa douleur en scène. Elle la traite. Et ce faisant, elle la transforme. Sénèque a écrit un jour « Celui qui est courageux est libre ». Mais le courage n'est pas toujours bruyant. C'est parfois l'acte silencieux de ne pas réagir, de s'asseoir avec l'inconfort au lieu de le repousser, de dire « Je vois cette douleur, je la reconnais, mais je ne suis pas à son service. » Ah, mon... Ce genre de courage ne recueille pas d'applaudissements, mais il gagne la paix intérieure. Il gagne le respect de vous-même et, avec le temps, celui des autres qui commencent à réaliser à quel point cette force est rare. Dans un monde qui glorifie la réaction, rester calme est un acte de rébellion. Dans un monde qui veut que vous prouviez constamment votre valeur, choisir l'immobilité est une déclaration, non de faiblesse, mais de respect de soi. C'est dire « Je ne suis pas ici pour être contrôlé par votre chaos ». C'est dire « Je choisis ma paix plutôt que votre bruit ». Ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'alignement. Alors, la prochaine fois que quelqu'un remettra en question votre silence ou prendra votre calme pour de l'indifférence, souriez doucement. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Vous n'êtes pas ici pour être compris par tout le monde. Vous êtes ici pour vous comprendre vous-même. Vous n'êtes pas ici pour réagir à chaque ondulation. Vous êtes ici pour maîtriser les vagues. Et chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que le chaos,
le silence plutôt que le bruit, la patience plutôt que l'impulsion, vous entrez plus profondément dans votre propre pouvoir. Et cela, ce n'est pas de l'insensibilité, c'est la plus haute forme de maîtrise.